Compagnon trader, bonjour, ravi de vous retrouver, cette fois-ci pour une analyse marché. Alors, j'ai décidé, étant donné le contexte international, de vous faire un petit point rapide, on ne va pas y passer des heures, sur la situation en Russie. Je vais parler de la Russie parce que j'habite en Russie, je ne suis pas parti, donc je me propose de faire une petite revue de la situation sans prendre parti, sans prendre position. Le but de ma chaîne, ça n'est pas de faire des commentaires politiques, économiques, etc. Mais juste en fait de vous dire, moi en tant que Français, comment est la situation en Russie de façon vraiment très factuelle, point barre. Je vais tout d'abord vous donner quels sont les impacts, d'après moi, les impacts possibles des blocages russes sur l'économie européenne et américaine. Alors c'est juste en fait des hypothèses, hein, puisque j'ai pas la vérité, c'est juste des hypothèses, et ensuite on parlera des impacts en Russie. Cette fois-ci ce sera du vécu, et je vais vous donner des exemples concrets. Alors quels peuvent être les impacts des blocages russes pour l'économie européenne, voire américaine? Alors tout d'abord c'est une interruption des livraisons de matières premières, j'ai noté ça MP, matières premières. Donc vous le savez, la Russie est le premier exportateur de matières premières au monde. Et en fait, en gros, je vais mettre une petite image. Je ne sais pas si vous vous souvenez du tableau des éléments périodiques de Mendeleïev. Vous avez une centaine de matières qui sont répertoriées, classifiées dans ce tableau. Et bien, toutes ces matières sont exportées par les Russes. Donc c'est quand même assez rare pour le notifier. Donc dedans, vous avez par exemple le titane, très demandé pour l'industrie aéronautique et également pour l'automobile. Vous avez le palladium, vous avez plein d'aciers qui sont utiles dans la microélectronique, etc. La Russie est également le premier exportateur mondial de blé, ça c'est faut le dire, donc peut s'attendre également à une hausse des prix, c'est finalement mon deuxième point, c'est que l'impact que ça peut provoquer, cette interruption, c'est une accélération de l'inflation sur le blé, également sur les hydrocarbures, sur le pétrole. N'oubliez pas que, par exemple, vous avez en Allemagne des centrales à charbon, or la Russie produit du charbon et exporte du charbon, donc on peut avoir des impacts en termes de prix du gaz pour se chauffer, prix du charbon, prix des hydrocarbures en général, donc prix à la pompe tout simplement de l'essence, qui risque d'augmenter. Enfin, ces pénuries dans certains secteurs, si elles durent, c'est vraiment en fait une guerre d'usure, ces sanctions-là peuvent tarir en fait des filières et éventuellement mener à du chômage dans certains secteurs pour certaines entreprises qui dépendent de ces matières. Donc ça c'est pour l'énergie, hein, c'est plutôt ça qui est impacté en Europe. Si on regarde maintenant l'impact des sanctions européennes et américaines sur la Russie, alors la première des sanctions, en fait la plus importante dans la hiérarchie, c'est sans doute le SWIFT. Le SWIFT qui est un protocole finalement de paiement international qui permet aux Russes de recevoir des euros ou d'envoyer des euros, enfin toutes sortes de devises. Aujourd'hui les devises qui sont concernées c'est l'euro et le dollar il me semble, uniquement. Donc il faut vraiment faire la part des choses entre les déclarations des politiques tonitruantes. La Russie, on a coupé le SWIFT pour la Russie, c'est incroyable. Oui, mais attention, parce qu'il y a dessous en fait des impacts, tout n'est pas coupé. Donc c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour monsieur tout le monde, il reste évidemment des filières, encore beaucoup de filières pour convertir des roubles en euros, d'euros en roubles également. Et moi, personnellement, je ne suis pas impacté plus que ça. Effectivement, il y a quelques banques qui ont coupé, qui ont été ciblées et qui ont interdit ces conversions de devises. En fait, des virements plutôt, pas des conversions, mais des virements de devises. Mais on a toujours des moyens. On peut passer par d'autres devises, hein, le franc suisse, on peut passer par la livre sterling. Hein, à ma connaissance, elle ne fait pas partie des sanctions. Donc vraiment faire attention entre ce que vous pensez des messages, des beaux discours des politiques et derrière en fait l'impact sur les citoyens. Enfin d'ailleurs heureusement qu'on n'est pas tant impacté que ça. Par contre ça va quand même causer des petits soucis pour les entreprises françaises. Je rappelle que la France est la première nationalité en termes de présence en Russie parmi toutes les sociétés étrangères. Donc pour elle, effectivement, il y a des impacts qui sont évidemment beaucoup plus sérieux puisque on ne parle pas des mêmes montants. Mais voilà, de moi en tout cas, ce que je peux pas parler pour ces entreprises-là. Je parle effectivement pour les citoyens lambda comme moi. Là, il n'y a pas d'impact, on va dire, très fort à ce sujet.
Vous avez évidemment donc, les compagnies aériennes, beaucoup de compagnies aériennes. Je vais mettre une petite image des pays qui refusent les compagnies aériennes russes et qui ont interdit également à leurs compagnies nationales d'aller en Russie. Alors malgré ça, effectivement, il y a toujours des possibilités de rejoindre l'Europe, hein. Vous avez des Français qui partent, d'autres nationalités qui partent, vous avez aussi des Français qui reviennent. Donc voilà, pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas deviner ce qui va se passer dans 3 mois. Peut-être que ce sera pire, j'en sais rien, ou peut-être que ce sera déjà une histoire ancienne. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore des possibilités de prendre un avion et de quitter le territoire, ou d'ailleurs pas forcément en avion, mais je sais que les bus, la voiture, le train sont également utilisés. En termes d'impact, alors c'est pas forcément sur un plan personnel, mais sur la Russie. La Russie est un pays qui a un excédent budgétaire, un pays dont les réserves d'argent sont énormes, tout simplement phénoménales. Et donc, surtout en ce moment où le mètre cube de gaz s'échange très très cher, hein, il a déjà doublé en quelques mois, où le pétrole a atteint des pics en termes de prix. Euh, je dirais que la Russie, c'est un pays qui a les moyens, objectivement, en regardant la situation sur les chiffres, en regardant son armée, en regardant son développement, les moyens de tenir cette situation pendant plusieurs mois, ce qui n'est pas forcément réciproque pour l'Europe si on commence à lui couper beaucoup de matières premières. Alors, vous avez un pays qui en 20 ans est passé de la misère à un pays, on va dire, bien développé, et qui a les moyens finalement d'avoir une politique indépendante, complètement indépendante des États-Unis ou de l'Europe. Alors évidemment, on verra, c'est quand même de la bêtise, on est sur une planète, on a besoin des échanges, on a besoin de commercer les uns les autres. Je ne pense pas que on est parti dans une situation où on retrouvera une sorte d'URSS, hein. La situation est complètement différente de celle de l'époque. Le pays s'est modernisé, il y a des leviers, il y a des contrats également qui se signent avec d'autres pays pour trouver des nouvelles filières pour s'approvisionner. Voilà un petit peu pour la situation. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? L'ambiance en général en Russie, elle est plutôt lourde. C'est pas la joie, quoi, sur le plan humain. On a tous des familles, enfin, moi plutôt des belles familles, de la belle famille, des parents, des proches qui ont habité ou qui habitent l'Ukraine. Donc c'est une situation sur un plan, vous voyez, civil, difficile à vivre, hein. On n'est pas en train de faire la fête dehors, etc. Donc pas du tout. La situation est sérieuse. Les enfants savent qu'il se passe quelque chose. Voilà, ils posent des questions. Voilà ce que je peux dire sur ce plan-là. Après, en termes d'approvisionnement, en termes de ce que vous avez peut-être pu lire sur les distributeurs de billets, etc., non, en fait, il y a eu une panique, effectivement, un jour, sur la semaine dernière. Les gens se sont rués dans les distributeurs de billets, dans les magasins, mais c'était pas dans tous les coins de rue, c'était très localisé. Et moi, en fait, ce que j'ai vu, c'est que le lendemain, quand les gens sont retournés au distributeur, qu'ils ont vu que le distributeur était rempli, que les magasins, les étals étaient de toute façon remplis et qu'il n'y avait pas non plus de pénurie de pétrole, hein, ça risque pas. Donc, tout le monde s'est rassuré, dire c'est bon, on a ce qu'il faut, la logistique fonctionne. Il y a des produits, on peut continuer de vivre normalement. Voilà, donc aujourd'hui d'ailleurs on est samedi, mais c'est une journée qui est travaillée puisque la fête du 8 mars c'est une grande fête en Russie et donc comme c'est férié, on rattrape le samedi en travaillant en avance de phase et on aura, je crois, 2 jours fériés. Le 7 et le 8, donc lundi et mardi si je ne me trompe pas. Enfin, un dernier point, j'ai lu, voilà, je regarde un petit peu les grands journaux français et je suis attristé de voir à quel point il se raconte des choses absolument fausses sur la Russie. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce point. Donc dites-moi en commentaire si ça vous va, ces points-là, ou si ça vous intéresse pas du tout, hein. Vous voyez, c'est qu'une partie de la vidéo. Après, on passe à l'analyse marché et vous avez, avec les Trek ID dans la vidéo, la possibilité de zapper cette partie-là et d'aller tout de suite à l'analyse marché. Mais quand je vois ces informations-là sur la Russie, je me dis qu'il n'y a pas du tout de traitement sérieux qui est fait. Euh, Dans la communauté française, il y a plusieurs grands médias qui sont venus nous demander des interviews. Certains de mes copains français en ont donné. Moi, personnellement, je refuse d'être utilisé pour ça. Donc je préfère être mon propre média et vous donner de l'information. Donc j'imagine le pire, effectivement, si on parle de l'Ukraine ou si on parle finalement d'une autre information dans un autre coin du globe.
En ce qui concerne la situation donc, des Français qui, selon certains médias, partiraient massivement de Russie, ça n'est pas vrai. Je ne peux pas laisser dire ça d'après des sondages qui ont été faits dans différents groupes de Français et également faits par la CCIFR, la Chambre de commerce et d'industrie franco-russe. À peu près 65 à 70% des Français, des entreprises françaises ont décidé de rester en Russie. Donc c'est quand même un chiffre, c'est la majorité. Voilà, donc ça c'est un fait, et donc je préférais également vous le communiquer pour être voilà, le plus transparent possible sur la situation, et on passe à l'analyse des marchés. Alors sur les graphiques, on va commencer traditionnellement par le Dow Jones, qui est un de mes actifs préférés. J'ai hésité à faire la vidéo parce que regarder l'action du prix dans une situation, dans un conflit aux portes de l'Europe, on n'a absolument aucune idée de comment on va évoluer la situation. Moi je pensais très sincèrement qu'on allait rebondir sur les... continuer le rebond sur les 35 000, pardon, ce qui n'a pas été le cas. Donc je vais me mettre par ici, voilà. Donc ça n'a pas du tout été le cas. Là, on est en train de ranger entre les 33 000 à peu près et 34 000 dans cette zone-là. Donc là, au niveau de l'action du prix, je ne peux pas vous donner... Enfin voilà, c'est deux scénarios, soit ça monte, soit ça descend en fonction de l'évolution. Juste pour regarder, en fait, puisque là, on va pas faire de prévision cette semaine, ça sert absolument à rien. On va juste se dire que voilà, on a fait un moins 12% et que par rapport au plus haut, on a rattrapé un petit peu. On est en ce moment à moins 9%, c'est pas mal parce que on va voir sur les autres indices européens, forcément la situation est plus critique. À présent, si on regarde donc le DAX, le voici. Alors sur le DAX, la situation elle est quand même beaucoup plus critique. Voilà, je vais mettre ma barre ici. Donc voilà, on n'a pas rebondi du tout. Au contraire, la situation s'est empirée. On va déjà regarder la variation entre le plus haut et le dernier plus bas. Donc là, c'est du moins 19%. Si vous vous rappelez, sur le dos, c'était du moins 9%. Ici, c'est du moins 19% entre le plus haut et la clôture de vendredi. Maintenant, je prends un petit peu de recul. Je vais quasiment devoir passer en hebdomadaire parce que là, on ne voit plus rien. Voilà. Donc en hebdomadaire, en fait, on le voit, on est au niveau de 2020. Voilà, c'est le premier palier de hausse 2020 qui a été atteint, donc la région des 13 000, bonjour les 13 000. Voilà, donc c'est ce niveau-là qui a été touché, donc évidemment quand on est sur un niveau comme ça, 13 000, vous avez un rebond technique qui est attendu, ça c'est très souvent le cas. Maintenant, tant que la situation ne s'est pas calmée, c'est difficile de dire où est-ce qu'on va rebondir. Donc j'ai quand même envie de tracer voilà, un petit trait de sécurité pour dire on peut quand même continuer à s'enfoncer, et éventuellement un petit rebond. Voilà, bon, difficile hein, de faire des prévisions dans ce contexte-là, mais ça pourrait très bien finalement continuer à creuser, rejoindre peut-être les 11 500. Vous savez, quand il y a un crash, généralement ça peut descendre, on a du potentiel pour encore corriger d'au moins encore 20%, on a fait du moins 19, moins 20. La correction de 2020, c'était du moins 40%, donc on a encore très franchement du potentiel. Donc à voir si on va rebondir, mais possiblement peut-être une réaction. Je ne vais pas mettre de flèche, je préfère pas. Je vais plutôt mettre en fait une zone, c'est une zone d'intérêt, tout simplement, 13 000. On va regarder maintenant du côté du CAC 40, c'est parti. CAC 40 aussi a bien souffert. Il a bien souffert, c'est terminé les 7000. Vraiment terminé, je pensais qu'on allait les rejoindre et ça n'a pas été le cas malheureusement avec la situation actuelle. Donc on va regarder des plus hauts jusqu'à la clôture de vendredi, on a moins 17%, donc c'est un peu mieux que c'est un petit peu mieux que le DAX. Le DAX pour l'instant détient le record de la plus grosse baisse. Si je prends un petit peu de recul, tout simplement c'est les 6000 qui vont nous intéresser, je vais déjà les tracer, je ne fais pas de plan sur la comète, voilà, vous avez les 6000. Une zone, à mon avis, qui est très intéressante. Et ça nous fait quand même un CAC 40 qui est pas très cher. En fait, je le dis souvent quand les indices corrigent comme ça après des hauts très élevés. Donc choisissez bien vos actifs hein, si vous souhaitez constituer un portefeuille long terme. Ça pourrait être intéressant. Et on va regarder à présent le Nasdaq, US Tech, voilà. Alors le Nasdaq, on regarde, en fait il a l'air moins inquiétant comme ça, mais il a tout de même, il avait perdu moins 21%,
il a un petit peu rattrapé sa baisse, on est à moins 17%, c'est exactement comme, comme le CAC 40. Donc on est toujours sur des zones qu'on connaît en fait, il avait déjà corrigé une petite fois, donc là sur le Nasdaq c'est plutôt une sorte de consolidation dans cette zone-là qui est intéressante, les 14 000. On voit que les 14 000 tiennent très bien, hein. On les a défendus ici, on les redéfend là, vous voyez, là c'est quand même, on a touché les 13 000, hein. On les redéfend bec et ongle, donc ouais, si tout se passe bien, peut-être que ça pourrait continuer de monter. Pour l'instant, moi je vois pas une hausse a priori, pas encore, mais encore une période de stabilisation dans cette zone. Enfin, donc le Bitcoin, donc ça c'est bon, c'est à sa place. Alors le Bitcoin, il a bien rebondi, hein, quand on regarde la bougie, là, on a fait du 20%, quelque chose, ouais, 20% pour atteindre les 44 000, 45 000 en 24 heures. Bah, tout simplement pourquoi? C'est la menace, hein, des sanctions SWIFT sur la Russie qui a provoqué en fait un regain d'intérêt pour les investisseurs russes particuliers, et donc qui ont acheté massivement la semaine dernière, je me souviens, le week-end dernier sur Binance, sur toutes sortes d'exchanges, massivement acheté en fait de la crypto pour convertir leur devise en crypto. Et ça pour moi en fait c'est un test grandeur nature de l'intérêt des crypto-monnaies quand vous avez des situations sur la planète qui sont très instables. Je suis assez content qu'il y ait eu ce réflexe-là de convertir des devises fiat en crypto, et j'espère que le test sera validé et que éventuellement on passera un petit peu plus de notre portefeuille en crypto globalement sur la planète. Donc en termes de directionnalité, moi je sens bien une consolidation sur les 40 000, donc on a quand même retracé beaucoup. Effectivement, ça je pense que les marchés, quand les marchés retracent, la crypto retrace. On va voir si ça se maintient au niveau des 40 000. Pour l'instant, à l'heure où je fais la vidéo, on est aux 39 000. Donc cette zone-là serait une zone intéressante. En tout cas, j'espère qu'on ne retournera pas trop vite sur ces 30 000 là, mais qu'on consolidera pour poursuivre notre hausse. En tout cas, là comme ça a l'air d'être bien orienté. Voilà, à présent le coin des nouvelles, eh ben, le webinaire c'est demain, demain à 18h30, vous me retrouverez en live. Vous avez toujours le lien en description de la vidéo si vous souhaitez vous inscrire, comme je l'ai répété ce matin. De toute façon, vous allez recevoir un mail de rappel automatique également pour vous rappeler le démarrage et vous donner le lien de connexion au webinaire. La thématique du webinaire, c'est la gestion du risque en période de trouble, donc ça nous concerne. J'espère que vous serez nombreux. Très bon week-end à vous. N'hésitez pas à me rappeler en commentaire si le petit point sur la situation en Russie vous intéresse. Donc dites-le moi franchement. Je vous souhaite un excellent week-end et à demain. Ciao!